Alors, t'en fais quoi de ton argent? Pendant le confinement, en fait, on a dû moins dépenser. Les restos fermés, la salle de sport, etc. On a moins dépensé. Du coup, cet argent-là, on pouvait même pas, l'argent qu'on gagnait, on pouvait même pas le dépenser. Enfin, tu pouvais même pas acheter une voiture. Alors si, tu pouvais peut-être acheter une nouvelle télévision ou un nouveau canapé. Mais en tout cas, on a limité au maximum nos dépenses. Et en fait, il y a des observatoires, pardon, qui ont montré que les gens ont énormément épargné. Les Français et l'épargne. Et les Français épargnent beaucoup, d'une manière générale, sur des supports bancaires. Et là, on a pu voir une augmentation vraiment importante du niveau de l'épargne entre juin 2017 et là, il y a quelques temps. Donc en 3 ans, on a vu une augmentation de l'épargne. L'épargne a doublé le niveau d'épargne des Français. Par rapport à ça, c'est un signe qui peut être vu comme positif ou négatif. Ça dépend d'où on se place. Quand on est en banque, on voit ça comme un signe très positif. Selon la Banque de France, nous aurons épargné 100 milliards d'euros d'ici à la fin de l'année. C'est du jamais vu, c'est un record. Est-ce que vous aussi, vous constatez cette tendance ? Oui, bien sûr. Les Français n'ont pas pu consommer pendant toute la période de confinement et donc ils ont accumulé effectivement 85 milliards à l'heure où on parle et probablement un peu plus à la fin de l'année. Donc c'était assez mécanique. Mais comme vous le savez, la consommation semble repartir. Et la Banque de France, d'ailleurs, a revu ses prévisions de PIB en amélioration de 2 points et quelques. Assez nettement, c'est une bonne nouvelle. Jusque-là, on s'attendait à une baisse de plus de 10% du PIB selon la Banque de France, et on est aux alentours de 8,6 selon les annonces qui ont été faites ce matin. Mais quand vous dites que vous voyez le fait que les gens mettent de l'argent de côté, ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que les livrets A sont par exemple à des niveaux historiquement pleins? En fait, c'est plutôt l'épargne liquide, effectivement, comme les livrets A, les comptes de dépôt à vue qui se sont remplis considérablement, puisque les Français préfèrent rester plutôt liquides dans leurs placements. Donc c'est plutôt vers ces placements que s'oriente leur épargne. 100 milliards, on dit que c'est inédit, que ce n'est jamais arrivé. Est-ce que vous le constatez? Je rappelle que vous êtes le patron du LCL. Vous n'avez jamais vu ça de votre vie? On n'a jamais eu autant d'argent sur nos comptes? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? En tout cas, de mémoire de Michel Mathieu, on peut dire ça comme ça, oui. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a un potentiel d'épargne et donc un potentiel qui peut s'investir en tout ou en partie dans notre économie. C'est plutôt une bonne nouvelle. Énorme, avec sa voix assez grasse. Il a raison. C'est très bien pour les banques. Mais est-ce que c'est vraiment bien que les gens épargnent, les Français épargnent autant? Et ça peut mettre des voyants. Donc lui, il a raison. Alors je vais vous expliquer pourquoi. La banque, le plus important, l'un des objectifs, c'est de ramener du new cash. Donc tout l'épargne qui rentre, c'est du new cash. Du coup, c'est des objectifs au top. Et derrière, c'est du pognon comment on appelle ça déjà dans mon ancienne vie, en bonus et en dividende et en plan de participation intéressement. Donc pour les banques, c'est top. Et j'ai déjà oublié ça. On oublie vite les choses importantes. Pendant des années, je regardais exactement les chiffres que j'avais dans tout ça. Bonus, dividende, participation, intéressement. Tout ça, ça va lui augmenter grandement ces chiffres à monsieur, le patron. Et il sait que ses employés aussi, sans leur verser plus d'augmentation de salaire, il va pouvoir leur montrer, leur donner de l'argent. Donc il est plutôt content. Mais derrière, est-ce que c'est vraiment bon d'avoir toute cette épargne? Et surtout, c'est quoi du coup le comportement des Français vis-à-vis de l'épargne? C'est qu'en fait, ils ont derrière ça un besoin de précaution. C'est-à-dire qu'il y a un Français sur deux qui estime qu'il met cette épargne tout d'abord en précaution. Mais précaution de quoi? On ne sait pas. Parce qu'en fait, si tu vas au bout, précaution de quoi? Si tu as peur de quoi? Si tu mets de l'épargne, tu as peur d'avoir un problème d'argent. Si tu as un problème d'argent, c'est quoi le problème? C'est que c'est ta banque qui va avoir du mal à te payer ton argent. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu mets ton argent dans un système sur lequel dont tu as au final assez peur. Parce que ce dont il parle à un moment, c'est la liquidité. Et par contre, je ne suis pas forcément d'accord avec lui sur un terme, c'est que toute cette épargne, est-ce qu'elle est si liquide que ça? Si tout le monde demande à la retirer en même temps, est-ce que ce cher monsieur est capable de leur donner? Parce que la liquidité, c'est récupérer son argent quand on veut, quand on le demande, quand on veut. Enfin, de récupérer son argent quand on veut, tout simplement. Mais est-ce qu'il est capable, ce monsieur, de donner l'argent de toutes les personnes qui ont des comptes chez lui au même moment? Moi, je pense que non. Et du coup, il y a un problème de liquidité.
derrière, il y a un problème de sécurité qu'on peut voir, c'est la banque, sur ses différents produits, va t'assurer à hauteur de 100 000 euros. Donc si tu as 300 000 euros dans un même établissement, tu vas avoir un souci. Et sachant aussi que si plusieurs banques font faillite, je ne suis pas sûr que le fonds de garantie, donc tu sais, le FGDR, le fonds de garantie de restitution, sera réellement capable de financer, d'indemniser les épargnants, les particuliers, les entreprises, les personnes qui ont de l'argent sur les comptes, même à hauteur de 100 000 euros. Donc, ce qu'il dit, moi, j'aime pas les scénarios noirs, tu vois. Mais dans les scénarios réalistes, il parle de liquidité. Tout ce qu'il a dit avant, j'aime bien la partie liquidité, je suis un peu moins d'accord. Ça devient, plus il y en a, moins c'est liquide au final. Parce que ce ne sont que des écritures. Maintenant, ce qui est important aussi de voir, c'est qu'il y a un besoin d'épargne de précaution, donc il y a une peur. Quand il y a une peur, on est dans un système qui peut vite basculer d'un côté ou de l'autre. Et il y a un deuxième point, c'est qu'on a vu aussi une augmentation du besoin d'épargner avec les changements de système de retraite. On est passé à un système à points. Alors honnêtement, je ne suis pas un pro des systèmes de retraite parce que ça fait un petit moment que je pense que ça va être compliqué pour nous d'avoir une retraite. Mais du coup, les gens épargnent en précaution aussi d'une retraite qu'ils n'auraient pas. Et là, ça peut être plus dangereux parce que quand tu épargnes de l'argent et que tu fais rien d'autre qu'épargner ton argent sur des produits bancaires, donc livret A, LDD, CAT, compte à terme, compte à vue, assurance vie avec des produits bancaires. Dans ces cas-là, en fait, tu fais un monopole de stratégie. C'est-à-dire que tu as une monostratégie qui est au niveau de la banque. Et du coup, si jamais, par exemple, il y a une inflation, imagine que tu as de l'argent sur ton compte à vue, parce que tu dis, voilà, moi je préfère que j'ai peur même du livret A, j'ai peur de tout, je laisse sur mon compte à vue. Et qu'il y a une inflation de 3%. Et bien en fait, ton argent, tu as perdu de l'argent. Donc, on n'en est pas là, mais il faut bien réagir au fait qu'il faut, je pense, une épargne de précaution, il faut le faire. Par contre, il faut faire attention à ces mouvements de foule où tout le monde fait la même chose. Quand tout le monde fait la même chose, prends un pas de retrait et dis-toi, attention, si tout le monde fait ça, est-ce que moi, vraiment, c'est le moment pour que je le fasse? Est-ce que c'est vraiment pertinent pour que je le fasse? Mais on voit en tout cas que les Français et l'épargne, ça marche bien, donc il y a de plus en plus d'épargne. Donc c'est plutôt un point qui est intéressant parce que ça veut aussi dire que le Français, si on lui permet, on lui donne son argent, il va pouvoir réinvestir dans l'économie. Et du coup, une augmentation par exemple de l'apport demandé par les banques pour financer un logement, ça ne sera pas un problème parce qu'en fait ils ont cette épargne. Donc c'est plutôt cool au final. Et en fait, tant qu'on va faire recirculer ensuite l'argent dans le système global, alors on va repartir sur une inflation et on va potentiellement atténuer un impact de crise. Donc, oui, tu as raison d'épargner, mais ne fais pas que ça. Investis aussi, diversifie, mais surtout, comprends que si tu épargnes, c'est que tu as des peurs qui sont légitimes, et du coup, comprends ces peurs pour mettre les plans d'action qui vont venir corriger tout simplement les peurs que tu as. Comme ça, tu gommes les peurs, tu gardes l'épargne et tu diversifies. Et là, c'est bingo, tu as tranquillement la vie que tu veux et tu te rends un peu moins lié à ton travail ou à une potentielle retraite qui te stresse au final au quotidien et qui te bouffe tout simplement de l'intérieur. Alors, j'ai 100 000 euros d'épargne. Qu'est-ce que je fais, docteur? Je reçois beaucoup de questions comme ça de personnes qui me disent, Damien, est-ce que c'est le moment d'investir dans l'immobilier? J'ai de l'argent de côté, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai 100 000 euros? Est-ce que j'achète 5 appartements et je mets 20 000 euros dedans? Est-ce que j'achète un appartement et je mets directement 100 000 euros? Est-ce que je mets rien du tout? Et là, je vais te dire, tout simplement, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais diversifie. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut se créer un maximum d'actifs. L'immobilier, clairement, c'est super important de l'avoir. L'immobilier physique, c'est quelque chose, c'est du physique, c'est la pierre, comme disaient nos parents. Investis dans la pierre, achète de la pierre. Ils disaient dans le chose d'acheter ta résidence principale. Et c'est un investissement d'une certaine manière. Donc, investir dans la pierre, c'est du dur. Il faut écouter. Il faut souvent écouter nos anciens. Parce qu'ils ont quand même, sur certains points, ils ont cette histoire, cette historique que nous n'avons pas. Maintenant, quand on voit dans le temps, clairement, il faut investir une partie de ton épargne dans la pierre. Après, ok mon capitaine, mais quoi d'autre? On me dit que les banques pourraient faire faillite. Oui, alors on n'en est pas là, mais ça pourrait arriver. Donc ça veut dire qu'on ne prend pas une décision d'un coup de tout sortir et de garder ses billets sous son lit en se disant que la banque va faire faillite, parce que c'est bien
mais si jamais tu te fais cambrioler par exemple, ça peut être compliqué pour toi. S'il y a un incendie chez toi, tu perds tout. Donc, il faut toujours mesurer les avantages et les inconvénients de chaque situation. Maintenant, sortir un peu d'argent de la banque en liquide pour l'avoir chez toi au cas où il y ait vraiment une chute majeure d'un coup et que pendant quelques jours, quelques mois, en fait, les comptes soient gelés parce qu'il y a vraiment une déstabilisation globale du système bancaire. Ça peut arriver, c'est un scénario noir qui peut arriver. Et là, si tu as un petit peu d'argent chez toi pour passer ce cap, c'est toujours plus intéressant. Maintenant, sortir tout ton argent et acheter des valises pour pouvoir les mettre, c'est pas forcément la chose que je te recommande parce que ça a d'autres risques très importants. Tu peux également aller acheter de l'or aujourd'hui, de l'or, de l'argent. En fait, acheter des choses qui sont stables, qui ne vont pas forcément prendre de la valeur, hormis un point. Ça va prendre de la valeur si la monnaie chute. Parce que ton or va rester plus stable, et si l'euro, par exemple, chute, toi, tu vas gagner. Mais dans l'ensemble, ça va rester relativement stable. En fait, tu vas faire une stratégie mixte avec ton épargne, où tu vas aller potentiellement aller faire du dynamique, comme des actions. Si tu achètes des actions, tu mises sur des sociétés, et du coup, tu sors du produit bancaire classique. Tu vas acheter des actions de société. Tu peux garder un peu de bancaire, un peu d'épargne que tu sors chez toi, un peu d'or, d'argent. Si tu ne connais pas, mets-moi un commentaire, je te donnerai des liens pour acheter. Ou tu peux prendre des pièces, tu peux prendre des petits lingots, selon les montants que tu as, et tu vas investir dans la pierre. Alors la question qu'on peut se poser, c'est la pierre papier ou la SCPI. Là, je t'encouragerais dans un premier temps à aller sur la pierre physique, la dure, parce que tu vas avoir au moins un contrôle dessus par rapport à la SCPI où, à mon avis, il y a quelques SCPI là qui vont prendre cher avec toute la location de bureau. Mais c'est pareil, sur la durée, c'est quelque chose qui va rester stable parce que, oui, le télétravail, oui. Dès le moment où on déconfine, les gens retournent au travail. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un changement majeur par rapport à ça. Même s'il va y avoir une petite virgule, mais il n'y aura pas un changement majeur. C'est comme, là-dessus, petite digression. Pour réellement rendre des bureaux, il faut qu'il y ait un turnover dans le télétravail qui le permette. Donc c'est vraiment compliqué de faire diviser par 2 sur des bureaux grâce au télétravail. Parce qu'il faut qu'il y ait vraiment un jeu qui le permette. C'était le casse-tête dans mon ancienne société où, oui, tu avais le droit au télétravail, mais en fait, à la fin, ça ne fait pas limiter le nombre de places parce que quand tu fais 3 jours de télétravail par semaine, si tu as remarqué, il n'y a pas en fait un turnover assez gros pour que tu libères des bureaux. Et du coup, en fait, ça fait splish, c'est-à-dire que tu fais du flex office, certes, tu te mets où tu veux, mais tu ne libères pas de bureau. Donc, pour moi, sur le long terme, ça peut être intéressant, mais je commencerai par l'immobilier physique, un peu de papier derrière pour diversifier, mais surtout, tu te traces toutes les possibilités et tu dilues ton risque. Il faut diluer le risque parce que ça peut péter, mais on ne sait pas où. Clairement, l'or, tu l'auras de manière tangible. L'immobilier, même s'il chute, tu l'as et tu as les loyers qui rentrent. Donc j'entends pas mal de personnes dire oui, mais l'immobilier, c'est une catastrophe, il y a une surinflation et tout. Et alors, tu crois que ton système de retraite, il n'y a pas une surinflation? On fait quoi? J'avais il n'y a pas longtemps un commentaire sympa là-dessus qui critiquait. Et moi, quand il y a un commentaire qui ne m'insulte pas sur YouTube, Facebook et tout, je suis dans la discussion parce que je trouve qu'on peut tous avoir des points de vue différents. Et limite, c'est pertinent, j'aime bien échanger parce que j'ai pas forcément la science infuse et j'aime bien le point de vue, échanger sur les points de vue. Donc si tu as 100 000 euros d'épargne de côté, pose juste un truc, diversifier. Reprends tout ce que je t'ai dit là, vois là où tu es le plus à l'aise, là où tu n'es pas à l'aise, mets-moi des questions si tu veux, et en commentaire, et moi j'y répondrai, ou je te mettrai en contact avec des gens qui sont experts sur les sujets pour y répondre. Mais voilà, tu as des cases, tu diversifies en ouvrant un peu chaque case, et ça te permet, parce qu'on ne sait pas où ça va péter. On pense, honnêtement, ça va péter. Mais on ne sait pas exactement où ça va péter. Mais si ça pète sur l'immobilier, tu as quand même des loyers. Si ça pète sur le système bancaire et tu as tout en épargne, potentiellement, ça peut être très compliqué. Donc, c'est là où il faut avoir cette vision de se dire, si ça pète à cet endroit-là, c'est quoi mon impact? Il est temporel ou il est 100%? C'est-à-dire que c'est temporel, certaines baisses, ou alors tu as tout perdu, banqueroute, c'est zéro. Potentiellement, si réellement il y a un problème au niveau bancaire, ça peut être zéro. Donc, alors moi je ne crois pas au scénario noir de chez noir, mais
faut mieux faire attention tranquillement et ouvrir le maximum, avoir le maximum de cordes à ton arc. On arrive à la fin de cette vidéo, on a parlé de l'argent, on a vu d'où venait l'argent, on a vu comment on créait l'argent, comment elle circulait dans le système, au niveau du système bancaire, au niveau du système économique global. On a vu l'argent 2.0 voire 3.0 avec de nouvelles monnaies virtuelles qui sont en cours d'étude, et on a vu comment les Français réagissaient par rapport à l'épargne et comment toi tu pouvais faire si tu avais de l'épargne de côté. Je crois qu'on a fait un tour assez intéressant sur l'argent. Tu as bien compris sur la chaîne que l'argent n'était pas tabou. C'est ce qu'on en fait qui peut être à la limite bien ou mal, mais avoir de l'argent c'est plutôt cool. Donc autant apprendre ça, savoir d'où ça vient, savoir comment réagir avec, parce que ce n'est pas un gros mot, c'est juste quelque chose qu'on utilise au quotidien et qu'on utilise depuis très longtemps. Donc autant être intelligent, avoir une intelligence financière, une éducation financière. J'espère que tu as aimé cette vidéo. En tout cas, mets-moi un gros like, partage-la à tes amis investisseurs, tes amis entrepreneurs, mets-moi un commentaire. Si tu as des questions par rapport à la vidéo, alors on est allé sur plein de notions différentes. Si tu aimes bien ce format, mets-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir, même un gros